Donc j'ai rencontré Harmacha et Gonzague dans un cadre familial, parce que Gonzague est un cousin de mon père. Et donc, en fait, c'était à une fête de Noël. Gonzague est venu chez ma grand-mère, donc à Croix, qui est une ville à côté de Lille. Et Gonzague était invité et il est venu accompagné d'Harmacha, qui était arrivé donc depuis quelques mois seulement. Moi, j'ai pas du tout eu envie de faire un film sur Harmacha à ce moment-là. Je le connaissais pas déjà, et puis mon envie première, c'était pas de faire un film sur le parcours d'une personne immigrée. C'est pas ça qui s'est passé pour moi, même si bien sûr j'ai pris plaisir à le voir année après année. Sa relation avec Gonzague, je la trouvais très belle aussi, et j'ai été touchée personnellement, mais c'est vrai que quand on fait un film documentaire, en tout cas moi, c'est vrai que ça prend beaucoup d'années, donc il faut vraiment choisir un sujet qui nous touche vraiment fort. Et moi, ce qui m'a touchée vraiment fort, c'est le moment où Harmacha a commencé à travailler dans l'atelier de fabrication de prothèses. Et là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit, on dirait un film. C'est-à-dire, enfin, on dirait une fiction, quoi. Enfin, c'est tellement incroyable que on dirait un film. Et souvent, je crois que c'est comme ça que je fais des films, c'est quand je rencontre des situations où je me dis, on dirait un film. Et du coup, ça me donne envie d'en faire un. La première tentative que j'ai faite, c'était à partir d'un document sonore qui m'a été donné par Gonzague, qui était en fait un document même administratif. C'était un document qui avait été enregistré par un ami de Gonzague, où il parlait à la première personne du singulier à la place d'Harmacha, qui ne parlait pas encore français, qui faisait sa demande d'asile. Et dans ce document, on entendait donc un homme, un peu vieux, dire d'une façon factuelle en fait, toute la vie d'Harmacha. Je m'appelle Harmacha, je suis né telle date, mon père s'appelait, ma mère. Toute son histoire en fait, jusqu'à l'arrivée à Lille, où il dit je veux vivre dans un pays libre. Et donc c'était, je ne sais plus, 10 minutes, 15 minutes de son, une voix neutre, pas d'affect, des faits seulement, rien. Et en fait, ce texte m'a complètement, enfin cet audio, ce MP3 m'a complètement bouleversée, et j'ai mis dessus, enfin j'ai imprimé des images de tous les lieux qu'il avait traversés. Dès qu'il parle de lieux, je suis allée sur Google Images et Google Street View, quoi. Enfin, je suis allée faire des captures écran des différents lieux dont il parlait, et je les ai accrochés dans mon salon comme un grand panorama. En fait, l'histoire était tellement forte que c'était pas la peine d'en rajouter des tonnes, et que même peut-être qu'en étant la plus sobre possible, ça permettait en fait, aux spectateurs et spectatrices de plus facilement pouvoir s'approcher de cette histoire. Et puis aussi des choses petites. Ça donne envie de se rapprocher et de rencontrer vraiment l'histoire, quoi. Et puis après, d'une façon accidentelle, je me suis rendu compte que le papier, enfin, on parle d'un sans-papier qui a le papier, et puis que le papier, ça offre aussi des possibilités multiples. On peut le froisser, on peut le plier, on peut l'évider, le découper, on peut le brûler, on peut le mouiller. Et j'ai essayé d'utiliser toutes ces techniques pour que cette technique, enfin cette chose simple, soit déclinée et qu'on ne s'ennuie pas. Et je me suis dit, voilà, ce film, ça va être un film monté au son. Donc c'est ce qu'on a fait avec la monteuse Marie Bautois, c'est qu'on a monté le film au son. Et ensuite, pendant le montage, on est allé, je suis allée faire des tentatives pour essayer de mettre en image, de raconter, sans trop être illustrative non plus, mais trouver le juste moyen de mettre de l'image qui irait bien avec ces mots, quoi, qui servirait ces mots et qui les soutiendrait ou qui les accompagnerait. Ou voilà. Et voilà. Et après, aussi, je peux dire que c'est une façon pour moi de dire, en fait, cette histoire, je me suis permise de la raconter alors que moi, je suis ni réfugiée, ni un homme, je connais pas ces histoires et je suis très loin de ces histoires-là. Même si ça me touche, je serai jamais à sa place. Et j'avais un problème un peu de légitimité aussi par rapport à tout ça. Et c'était une façon pour moi aussi de trouver comment le raconter, c'est-à-dire, je prétends pas raconter la vraie histoire, je raconte l'histoire à ma façon. Et ça, Harmacha l'a très bien compris. Et j'aimais bien, voilà, que ce soit un film aussi bricolé,
parce que, enfin voilà, en système D, un peu débrouille, parce que c'était aussi comme ça que, enfin j'ai compris, que c'était comme ça qu'il s'en était sorti, en fait, en bricolant sa prothèse, en raccommodant voilà, sa prothèse avec des bouts de ficelle, quoi. Et donc ça me plaisait que le film soit fait comme ça et qu'on soit tous les trois en train de bricoler. Moi je bricole le film, Armacha bricole sa prothèse et Gonzague bricole ses images avec moi. Gonzague, à la suite du départ d'Armacha déjà, s'est très fort occupé d'un jeune érythréen qui a eu beaucoup moins de chance qu'Armacha parce que lui, il a été percuté par un camion à Calais et parce que voilà, il y a des personnes qui essaient de monter dans les camions et c'est des moments où c'est très dangereux. Et donc il a perdu énormément de facultés mentales. Et en fait, Gonzague s'est démené pour retrouver la famille de cette personne, qui ne se rappelait même pas de son prénom. Et Armacha, lui, donc un quatrième enfant est donc né à Lille. Sonia, l'aînée, elle s'est mariée il y a 1 ou 2 ans. Elle fait des études, alors je crois que c'est des études d'infirmière. Et voilà, tout le monde va très bien. Tout le monde va très bien. Alors ils ont eu la nationalité française, sauf aux dernières nouvelles. Alors j'ai pas des nouvelles très très récentes, mais sauf la femme, qui, parce qu'en fait, pour avoir la nationalité, on est soumis à des tests de langue. Et bon voilà, Armacha parle bien français maintenant, grâce à son travail notamment. Les enfants grâce à l'école, et évidemment la femme c'est plus compliqué parce qu'elle reste beaucoup à la maison. Et puis ils sont retournés en Afghanistan il y a 2 ans je crois, en vacances. Et je crois que ça a été très difficile pour Armacha notamment, de voir voilà, comment ça se passe aujourd'hui. Il s'est fait arrêter plusieurs fois parce qu'il écoutait de la musique dans sa voiture, enfin c'est des choses absolument folles. Et c'est triste parce que ça reste pour lui une blessure ouverte, quoi, cet arrachement à son pays. Et c'est comme une amputation aussi, en fait. C'est un jeu qui s'appelle Zoo, et ça consiste en cela. Il faut prendre sa respiration, gonfler ses poumons, donc on se met en ligne, en extérieur de préférence. Et le but, c'est de dire Zoo en marchant le plus loin possible sans reprendre son souffle. Donc c'est combien de temps on va réussir à dire Zoo en allant le plus loin. Donc c'est une question de souffle et de marche. Et un jour, on était en tournage comme ça, il y avait un frère de la femme d'Armacha qui était là, il y avait différentes personnes de la famille. Et puis comme ça, ils se sont mis à faire ce jeu, et je me suis dit, mais c'est génial, et c'est le titre du film, quoi. Et en plus, Zoo, nous, comme on l'emploie, quand on dit Zoo, ça veut dire on y va, eh bien, j'ai eu une information alors ça n'a jamais été confirmé par d'autres, mais j'aime bien penser que c'est ça, c'est qu'en fait en pachtou, qui n'est pas la langue d'Armacha, sa langue maternelle c'est le dari, qui a plusieurs langues en Afghanistan, et le pachtou, en pachtou, Zoo voudrait dire allons. En fait c'est une forme conjuguée du verbe aller. Donc nous quand on dit Zoo, en fait c'est du pachtou, et ça veut vraiment dire ça, quoi. On y va, allons-y.